C'était vraiment dans le premier album avec le second single, Je ferme les yeux. Puis après, il y a eu un troisième qui s'appelle Comme toi. À un moment donné, je me retrouve sur les Champs-Élysées à Paris et j'entends hurler c'est Najwa Bélizel et on se met à courir après moi. Et là, j'ai vraiment flippé et je me suis vraiment rendu compte de la dangerosité de la chose. Et je me souviens être allée me réfugier chez ma sœur en Suisse. Je me suis teint les cheveux. Salut, c'est Najwa Bélizel. Retrouvez-moi tout de suite sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Comment as-tu découvert ta passion pour le métier que tu fais aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est vraiment une découverte, mais, ou une passion d'ailleurs, ou même un métier. J'ai commencé par l'écriture, avant de tomber dans la chanson, entre guillemets. Je me souviens d'avoir commencé par des petits poèmes, des petites poésies. J'avais un amour des mots que j'avais eu par une maîtresse d'école. Donc coucou Madame Souvé, si jamais tu me regardes. Et j'avais envie, voilà, j'avais comme des petits challenges à chaque fois où je me disais ce mot je le comprends pas, il est beau, qu'est-ce qu'il veut dire? Et donc j'allais dans les dictionnaires, j'ai cherché. Et puis avec les émotions que je ressentais en tant qu'enfant sauvage, parce que j'étais un enfant sauvage, et en même temps j'étais assez réservée aussi. Donc je bouillonnais en fait intérieurement et j'avais besoin de poser mes émotions à travers des textes, voilà, et j'ai commencé à écrire comme ça. Et beaucoup plus tard, lorsque j'ai eu envie de vivre des aventures, de partir à Paris, que j'ai passé un casting, etc., j'ai rencontré une personne qui est la clé donc de quelque part ce destin, qui a lu, donc pour la première fois, parce que je faisais pas vraiment, je partageais pas vraiment ce que j'écrivais, je le gardais pour moi, et qui a lu ce que j'avais écrit et qui du coup m'a donné une certaine chance. Et la musique est arrivée donc après l'écriture. Si tu pouvais supprimer une chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? En fait, c'est pas vraiment supprimer. J'aimerais bien que les journées soient plus longues, déjà. Ouais, bah là tout de suite maintenant, allez, on va te cacher. Supprimer maintenant, j'aimerais bien supprimer les douleurs, les maladies, les migraines, les conneries comme ça qui vous bloquent un peu dans plein de choses. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Il y avait plusieurs métiers que j'avais en tête, mais le premier que beaucoup de petites filles adoreraient faire, elles pensent que c'est un métier donc princesse, tu vois. Moi, c'était maîtresse d'école. En fait, c'est un des premiers jeux, le jeu d'imitation qu'on fait quand on est gamin. Et du coup, moi, je jouais beaucoup à la maîtresse. Alors, avec des coussins, des poupées, etc., etc. Donc, du coup, je trouvais ça... Je connaissais rien à rien, mais j'avais envie de... Voilà. Donc, maîtresse, et puis un peu plus tard, avocate. J'avais envie de défendre voilà, le plus faible, les plus faibles. As-tu déjà eu une rencontre bizarre avec un fan? J'en ai eu plusieurs. Après, le mot bizarre, c'est pas le mot tout à fait juste, mais des rencontres un peu étranges, parfois même surnaturelles. Elles n'ont jamais été vraiment déplaisantes parce que j'ai toujours trouvé une certaine issue à la chose. Et puis en général, les gens sont assez aimants, bienveillants. En fait, ce qui est particulier, il y a une gênance en fait. À un moment donné, quand en face de toi, tu as quelqu'un qui t'idolâtre et qui rencontre qu'il y a quelqu'un qui pour lui est un peu, je sais pas, ils se mettent à trembler, à perdre leurs mots comme moi là maintenant. Non mais voilà, c'est pas vraiment des rencontres, mais c'est vrai que c'est un peu gênant parce que tu te dis, mais en fait non, on est pareil, rien n'est égal à 1, t'inquiète pas, il n'y a rien, tout va bien et tout, on fait une photo et voilà, mais il n'y a jamais eu vraiment de... J'ai eu une période où j'avais des personnes, alors je sais pas si c'est des fans, mais j'avais des personnes qui me suivaient. Je me souviens une fois, une petite anecdote, je sortais de promo, j'étais en taxi, je rentrais chez moi et il y avait une autre voiture derrière qui suivait pour voir où j'habitais. Du coup, j'ai dû j'ai dû changer de trajet pour éviter de... Donc voilà, c'est toujours il y a une certaine gênance quand la personne, elle veut s'accaparer un peu quelque chose, elle veut te voler quelque chose et toi, quand t'as pas envie et que t'as peur aussi, parce que du coup, de l'autre côté, il faut aussi comprendre qu'on a peur aussi et que de toute façon... Mais voilà, j'ai un échappatoire à chaque fois. Et c'est parti pour les questions en TT. Avant de te lancer dans la musique,
Tu as suivi un parcours en droit. Qu'est-ce qui t'a finalement orienté vers la musique? J'ai fait des études de droit, effectivement. À un moment donné, j'avais un cours de droit constitutionnel et j'ai séché ce cours. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et je me suis retrouvée dans la salle informatique où il y avait plein d'ordinateurs. J'étais avec une copine. Je suis allée donc jouer en ligne. Et à un moment donné, je suis allée sur Internet, voilà. Il faut savoir que c'était en 2002, donc voilà, et c'était les gros ordinateurs, tu sais, voilà, carrés, avec des écrans de télévision. Et je suis tombée sur un site avec des... En fait, il y avait une publicité dans le jeu, pardon, où il y avait des castings. Et à un moment donné, je vois une annonce donc, de casting où il était recherché. Il y avait des deux producteurs parisiens qui recherchaient en fait des jeunes filles, 3 jeunes filles choristes qui étaient capables de danser et chanter. Et ce qui m'a attirée comme mot, c'était pétillante. Parce qu'en fait, il y avait écrit en gros moins d'1m75, donc je dis c'est moi, qui sache chanter et danser. Je pense que à ce moment-là, je pensais pouvoir faire. Et puis, il y avait écrit pétillante. Donc, je me suis retrouvée dans cette description-là. Et du coup, j'ai répondu immédiatement à l'annonce. Et c'était sur une sorte de chat. Et j'ai balancé mon numéro de téléphone. J'ai été supprimée et bannie. Parce qu'on n'avait pas le droit de donner des données personnelles. Et j'ai eu de la chance dans tout ça. C'est que... Christophe Cazenave et Jean-Michel Bacou, qui étaient donc les 2 producteurs du projet, parce que c'était pour chanter une chanson, enregistrer un single qui s'appelle « Tourne-toi Benoît ». J'ai eu la chance, c'est qu'il m'a rappelé parce qu'il a eu le temps de prendre mon numéro de téléphone. Et il m'a laissé un message vocal sur mon vieux gros téléphone. Et à ce moment-là, depuis une cabine, on s'est appelé, parlé, et j'ai eu la chance donc, de rencontrer plus tard, c'était un 3 octobre, 2001, pardon, tout à l'heure j'ai dit 2002, mais c'est le 3 octobre 2001, je me retrouve à Paris pour passer un casting. Donc voilà mon petit chemin entre les études de droit à la faculté et un studio parisien, un studio de musique parisienne. La sortie de Gabrielle en 2005 a rencontré un immense succès. Comment as-tu vécu cette période et l'impact de cette chanson sur ta vie? Je vais répondre à l'envers. L'impact de cette chanson sur ma vie, elle est encore là, elle est présente. C'est-à-dire que j'ai été changée à ce moment-là, donc je suis devenue la personne qui parle avec vous maintenant. Et toute ma vie, ça fait partie de mon ADN aujourd'hui. En fait, j'avais 24 ans. Quand j'ai enregistré Gabrielle, c'était en 2005, fin de l'été 2005. Je ne savais pas du tout que ça allait avoir cet impact-là. J'étais pas du tout déjà dans la mesure d'imaginer. Et puis en plus de ça, je me suis vraiment laissée glisser. J'étais assez jeune, assez naïve, et c'était une belle naïveté. Et puis voilà, après ça a mis pas mal de temps avant de se mettre en place, parce qu'en fait, mon album est sorti beaucoup plus tard, il est sorti au mois de mai. Mais Gabrielle a eu un succès francophone et international aussi dans des pays auxquels je ne m'attendais pas du tout, notamment le Canada, la Russie, des pays comme ça qui sont des pays immenses et qui sont assez loin quand même de moi. Et non, puis voilà, Gabrielle, à un moment donné, voilà, ça a explosé, c'est une chanson qui ne m'appartient même plus aujourd'hui. C'est un succès que j'ai eu du mal à je ne veux pas dire le mot là parce que je ne suis pas entrepreneur, mais à gérer. Donc j'ai eu beaucoup de peur. En même temps, j'étais très excitée. J'ai découvert énormément de choses. Et j'ai aussi appris la musique avec ce succès-là. Parce que je n'étais pas quelqu'un qui connaissait tous les... Enfin, on va parler de termes techniques, mais quand je donnais des concerts, je ne savais pas chanter, des lives, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai vu beaucoup de journalistes en France, à l'étranger, et parler de soi, faire don de soi, c'était quelque chose c'est un exercice que je ne connaissais pas, et du coup, ça me plaisait, et en même temps, j'avais peur, et puis après, à la rencontre du public. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai une fanbase aujourd'hui, et j'ai beaucoup de gens qui me suivent
donc depuis mes débuts. Et ça, je sais que je suis chanceuse parce que j'ai la chance quelque part d'avoir eu un lien entre guillemets avec de la nourriture entre guillemets comment dire, terrestre, une nourriture de l'âme en fait et du cœur. Et j'ai eu la chance d'avoir des échos de leur part. Et du coup voilà, je connais pas mal de gens qui j'aime pas dire fans, c'est pas parce que c'est assez péjoratif aussi, mais des véritables personnes que j'ai pu rencontrer et aider aussi avec certaines de mes chansons. Tu es maman de 2 enfants, mais tu restes assez discrète sur ta vie personnelle. Comment ton entourage a-t-il vécu ton succès et est-ce facile de concilier ta carrière avec une vie de couple? J'en ai parlé un petit peu avant, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le succès, il faut s'y faire aussi. Et j'ai la chance, c'est que j'ai réussi à trouver une façon de le vivre, justement avec cette discrétion-là, ce recul aussi. J'ai une certaine éducation de la part de mes parents qui fait que je ne suis pas dans l'outrance, je ne suis pas dans l'ostentation, je ne suis pas dans ces choses-là. Et puis même de par une certaine réserve que j'ai en moi et une sorte de pudeur, du coup j'ai réussi à trouver un certain équilibre. À un moment donné, il m'a échappé quand c'était devenu assez fort. C'était vraiment dans le premier album avec le second single, Je ferme les yeux. Puis après, il y a eu un troisième qui s'appelle Comme toi. À un moment donné, je me retrouve sur les Champs-Élysées à Paris et j'entends hurler c'est Najwa Bilizel et on se met à courir après moi. Et là, j'ai vraiment flippé et je me suis vraiment rendu compte de la dangerosité de la chose. Et je me souviens être allée me réfugier chez ma sœur en Suisse. Je me suis teint les cheveux. Voilà, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais que j'aime raconter parce que du coup, elle situe certaines choses que j'ai vécues et du coup, pour moi, ça m'aiguille aussi dans ce que je suis aujourd'hui. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de vraiment faire attention à tout ça, quoi, à être en alerte un peu et en même temps me laisser glisser. C'est un exercice assez particulier. Ma famille, non. C'est vrai qu'au départ, ils ont eu un peu de mal. Moi, je me souviens que ma mère a été paniquée parce que mes parents avaient encore leur numéro de téléphone dans l'annuaire et ils recevaient des coups de fil à longueur de journée. Donc au début, c'est surprenant, après c'est rigolo, puis après c'est relou. Mais voilà, après ils étaient contents parce qu'il y avait beaucoup d'éloges aussi. Il y en a encore aujourd'hui et ils sont fiers. Non, ils sont fiers, donc ils ont vécu les choses un peu comme moi, trouver un certain équilibre et dans l'acceptation et en même temps dans le fait d'imposer qui on est et de dire stop quand ça dépasse les choses. Et puis pour ce qui est de ma vie personnelle et privée, écoute, tout va bien. Tout va bien. Ton univers est marqué par le mysticisme et l'introspection. Qu'est-ce qui t'inspire pour aborder des thèmes aussi profonds et personnels dans tes chansons? En fait, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je peux être inspirée par un égout, je peux être inspirée par un parapluie, je peux être inspirée par un temps qui change dans le ciel. Enfin, voilà, je sais pas si c'est vraiment avoir l'esprit poétique, mais je suis quelqu'un qui est capable de... Enfin, en tout cas, je fais pas d'efforts. J'ai la chance parfois de juste glisser dans mon inspiration. Parfois, ça vient pas, j'ai essayé de me dire, ah là, je me suis mise à travailler, entre guillemets. Dès qu'il y a un cadre de travail où il faut trouver des mots, j'ai un blocage. Je pense que c'est normal. Mais je suis quelqu'un qui glisse assez souvent entre mes rêves, mes inspirations, mes aspirations, mes envies d'être, de devenir. Parfois, il y a aussi le passé qui se mélange. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Donc, c'est beaucoup de questions. Et ces thèmes-là sont un peu... Voilà, j'ai de la chance, ils tombent comme ça sur moi. Dans ma tête, sur ma peau. Mais je réfléchis pas, c'est-à-dire que quand je dois réfléchir, comme je te disais, souvent je bloque. Mais je pense que ça me vient peut-être de mes origines, certaines de mes origines, du fait de ne pas savoir, de ne pas tout connaître, de ne pas tout saisir. En fait, j'aime beaucoup les histoires, j'adore ça.
J'ai pas mal d'imagination. Je suis désolée, je te dis la vérité, ça va plomber un peu le truc parce que c'est assez long, mais je suis quelqu'un qui aime ça et j'ai beaucoup de fantaisie aussi et en même temps je suis assez sérieuse. J'ai beaucoup de contradictions et c'est ce que j'aime aussi parce que c'est être multiple et c'est un peu fou quoi. Donc j'ai un peu de mal à me suivre, j'ai un peu de mal à t'expliquer tout ça, mais t'écoutes mes chansons et t'en saisis un peu l'esprit, quoi. Dernièrement, tu avais mentionné avoir rencontré des soucis de santé. Comment te sens-tu aujourd'hui? Alors, putain, je vais bien. C'est une phrase que je répète beaucoup dans une chanson qui s'appelle La compagnie des enfants, qui est une chanson extraite de mon dernier album Schizophonia. J'aborde beaucoup le sujet dans ce dernier album. Effectivement, j'ai eu des soucis. Aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux. Je vais de mieux en bien. Voilà, c'est ça qu'il faudrait que je dise. Ouais, voilà. Bah, écoute, je vais bien, je te remercie. Et pourvu que ça dure. Quels artistes actuels t'inspirent le plus et avec lesquels aimerais-tu collaborer? Dans mon dernier album encore, dans Schizophonia, il y a un certain jeu, une folie dans laquelle je me suis mise et je me suis inspirée, entre guillemets aussi, de beaucoup d'artistes qui ne sont plus, certains ne sont plus de ce monde, d'autres le sont encore. Alors je ne peux pas tous te les citer parce que voilà, mais il y a Kavinsky par exemple. Kavinsky, petit clin d'œil si tu m'écoutes. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un qui revient assez souvent. Stromae. Donc si tu m'écoutes aussi, petit clin d'œil, voire même deux. Tiens. Non, voilà, il y a pas mal d'artistes que j'aime. Et si j'ai la chance de les rencontrer, je ne sais pas si j'aurai l'audace voilà, d'y aller, mais pourquoi pas. Je crois au destin, on verra bien. Certains de tes albums n'ont pas reçu l'accueil que tu espérais. Ah bon? Comment as-tu réussi à surmonter cette déception? Les déceptions, je les vois comme des orages qui passent. Donc voilà, ça passe. Je ne m'arrête pas là-dessus. Je suis quelqu'un qui, malgré une certaine complexité, etc., j'ai pas mal d'espoir, j'ai pas mal d'autres envies. Et donc non, les choses sont tellement différentes d'il y a 10 ans, 20 ans. Et on n'est jamais à l'abri d'un succès, on n'est jamais à l'abri d'un échec non plus. Et il faut juste continuer à être soi-même et continuer à... Moi, j'aime ce que je fais. Et puis, pour l'instant, en tout cas, c'est très difficile, mais les difficultés, en tout cas, ne peuvent pas m'arrêter. Ce ne sera pas ça qui m'arrêtera, ce sera peut-être autre chose, mais voilà. La spiritualité occupe une place centrale dans ta musique. As-tu des rituels qui t'accompagnent lorsque tu composes ou que tu te prépares à monter sur scène? J'ai certains rituels. Je fais beaucoup de prières. Ça a toujours fait partie de... Voilà, c'est comme une aura autour de... C'est un cercle, ça fait partie c'est quelque chose qui me... C'est comme une protection que j'ai, dont j'ai besoin. C'est comme se jeter dans le vide et avoir complètement confiance en sa chute. Et en même temps, voilà, c'est quelque chose c'est un élan en fait pour moi. Et j'en ai besoin, j'ai besoin de ce saut que je fais. Là, je te parle d'avant de monter sur scène, hein, qu'on ne se trompe pas. Et quand je compose ou quand j'écris, non, j'ai pas trop ça. J'ai surtout beaucoup d'imagination. Mais voilà, j'ai mes petits rituels, effectivement. Je les garde pour moi. On compare souvent ton univers mystique à celui de Cardi B. Je rigole. On compare souvent ton univers mystique à celui de Mylène Farmer. Est-ce une comparaison que tu vis bien ou au contraire cela te gêne-t-il? Ça ne me gêne absolument pas, c'est pour moi plutôt flatteur. À un moment donné, ça m'avait un peu compliqué les choses dans le sens où j'avais besoin de trouver ma légitimité en tant que
femme artiste, en tant que chanteuse, en tant qu'auteur, parce que quand on te dit tout le temps c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme elle, effectivement ça devient agaçant parce que tu te dis mais à un moment donné, non, je suis qui je suis, écoutez-moi, on a envie on a envie d'être entier et je suis entière, j'ai toujours été et c'est vrai que voilà, quand on sent une ombre qui ne vient pas d'elle évidemment, qui vient de beaucoup de journalistes, qui est venu beaucoup de journalistes, etc. Puis en France, comme de plus en plus de partout, on a souvent tendance à comparer, c'est un besoin voilà, donc c'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, et ça l'est devenu hein, d'ailleurs. Mais c'est des repères, donc il y a des cases, et moi, à un moment donné, c'était celle-ci, alors elle est très très belle, donc c'est plutôt flatteur, mais voilà, à un moment donné, ça m'a agacée, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout va bien. D'ailleurs, je vais faire un feat avec elle, là, prochainement. Inch'Allah. Son nouvel album Schizophonia porte un titre intrigant et se présente comme un album concept, décrit comme une véritable machine à remonter le temps. Peux-tu nous en dire davantage sur cet album? Alors, je vous invite à l'écouter, premièrement, à l'écouter une seconde fois, à l'écouter encore et encore, à danser, et je l'écoute en boucle. Donc, je suis fan de Najwa Belizel et de son compositeur et de son arrangeur. Non, Schizophonia, c'est un album complètement... il est fou, il est fort, il est décalé, il a quelque chose d'un peu psychédélique. Schizophonia, c'est un très joli titre que je n'ai pas choisi, mais que j'ai complètement... je suis tombée amoureuse. C'est pour ça que je l'ai gardé et que j'ai baptisé cet album comme ça. Schizo, donc du grec... c'est les troubles mentaux, la schizophrénie. C'est et phonia qui est toujours en grec, veut dire son, la voix. Et j'avais envie, c'est pas moi, hein, je dis la vérité, c'est surtout mon équipe, c'est surtout Christophe Cazenave, mon compositeur, mon acolyte, avec qui j'ai une pleine confiance, qui m'a dit « Vas-y, viens ». Je lui ai dit « Ok, je viens ». Et je suis là. Non mais voilà, Schizophonia, c'est un album conceptuel, effectivement, comme tu le dis, avec des chansons tout à fait originales. D'ailleurs, c'est mon 4e album de titres originaux. Il y a beaucoup d'inspiration, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des artistes qui n'ont pas vraiment été choisis parce que les chansons étaient déjà composées. Toutes les chansons sont originales, mais à un moment donné, on a fait des arrangements à la manière d'eux. Donc, par exemple, Ton guerrier Maasai, c'est à la manière de Kavinsky. D'ailleurs, je le cite dès le départ dans la chanson. Et j'attends qu'il me rappelle. Il va m'appeler bientôt. Et il y a d'autres chansons donc, qui ont des références. C'est un album... j'avais envie de revenir à mes débuts. C'est comme une signature, quelque part. C'est pas que dans la voix, c'est dans tout, même dans la manière d'écrire. Et dans les années 80, il y avait beaucoup de synthé, et j'ai Gabriel, qui est donc mon gold. Et j'avais envie de revenir aux fondamentaux, et donc on a construit, on a habillé l'album avec cet habillage-là. Voilà, on a fait de la synth pop, et c'est quelque chose qui je trouve... Enfin, moi, si je devais me définir musicalement, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres artistes comme Ace of Base, Like Illy, il y a Noir Désir aussi. J'avais envie de faire ça. Et Schizophonia, c'est un peu se prendre pour, s'amuser, et en même temps, tout en étant dans l'originalité, j'ai plagié absolument. Parce qu'il y a beaucoup de gens j'ai eu certains retours donc merveilleux, et j'ai aussi eu des retours de questionnement où les gens se demandent si en fait j'ai pas donc repris. Ce ne sont pas des reprises, j'insiste là-dessus, ce sont des chansons originales. Et donc c'est un album que je vous invite à écouter, à découvrir, et voilà. Tu as évoqué avoir été victime d'abus dans ton enfance de la part d'un médecin. Quel message souhaiterais-tu transmettre à ceux qui traversent des situations similaires et hésitent à s'exprimer?
Estimes-tu que les dispositifs actuels suffisent pour protéger les enfants et prévenir ces drames? Oui, il est vrai que dans mon premier album, Entre deux mondes en équilibre, il y a une chanson qui s'appelle Dr Gel. Et c'est une chanson qui est autobiographique, qui parle effectivement d'abus que j'ai subi quand j'étais plus jeune. Grâce à cette chanson, j'ai un peu libéré. C'est un sujet qui est très tabou. Même s'il y a aujourd'hui beaucoup de voix qui sont libérées et qui sont voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile à aborder. Je me souviens, moi, quand j'ai enregistré cette chanson, Christophe m'a dit, Christophe Cazenave, donc le compositeur de ce titre-là aussi, et de toutes mes chansons d'ailleurs, m'a dit on va enregistrer une chanson sur ça, sur ce sujet. Je voulais pas au départ parce que au moment où j'ai enregistré la chanson, il y avait une situation particulière parallèlement où j'avais été contactée par la brigade des mineurs à ce moment-là, etc. Et il y avait eu des aveux de la part de... Bref, c'est assez compliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une chanson qui a permis à moi-même, donc quelque part de me libérer de quelque part, hein, parce qu'on s'en libère jamais, c'est une prison qui est intérieure et qui est... Voilà. Donc, par contre, quand je ne pensais absolument pas, à ce moment-là, que cette chanson-là, ce titre-là, le fait d'évoquer un sujet pareil, aussi intime, allait pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et j'ai pas aidé qu'une personne. Cette chanson-là a fait du bien à beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui, du coup, ont pu, en fait, voilà, se défaire et accuser et dénoncer leur bourreau, tout simplement. Donc moi, je me souviens avoir reçu pas mal de courriers et le courrier que je recevais, bon, bah, les gens, voilà, c'est tu sais, le truc basique, je t'adore, etc. Et puis au milieu, voilà, grâce à toi, j'ai dénoncé un tel, X, Y. Et là, tu te dis, waouh, tu trouves un sens aux choses et la légitimité que je cherchais comme une furie, ben, elle était là, devant moi. Je me suis dit, ben voilà, je peux aider mon prochain. Et donc, ouais, je suis plutôt heureuse de ça, je suis même fière, carrément. Je pense pas que, enfin, à titre personnel, je trouve que non, il n'y a pas. Ta question, c'est estimes-tu que les dispositifs actuels suffisent pour protéger les enfants? On essaie de les protéger, on essaye, mais c'est pas suffisant. Il faut tout le temps être sur ses gardes, en alerte, il faut beaucoup communiquer. J'aimerais parler d'une association, c'est la première fois que j'en parle, qui s'appelle Les Papillons. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce sont des boîtes aux lettres qui sont situées dans les écoles. Et en fait, elles permettent aux enfants, de manière anonyme, de glisser une lettre dans la boîte et d'exprimer ce sujet-là, justement. Et donc, de se libérer de ce poids-là et d'accuser, etc., de manière anonyme. Et je trouve ça vraiment bien. Donc, voilà. Et continuons à en parler, continuons à protéger nos enfants et nous protéger nous-mêmes aussi. La notoriété peut entraîner des excès de la part des fans. As-tu déjà vécu des situations où ils sont allés trop loin et comment gères-tu cette pression au quotidien? C'est vrai que c'est fou. En fait, la notoriété, les choses changent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc., beaucoup de gens aiment ça, en fait. Beaucoup de gens aiment ça, il y en a d'autres qui aiment moins. Voilà, je fais partie de ceux qui aiment la discrétion. Mais ceux qui aiment beaucoup, voilà, à un moment donné, ils adorent ça. Ils adorent qu'on les reconnaisse dans la rue, ils adorent... Moi, c'est pas mon cas. Il y a des situations, oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations qui sont un peu... ouais, je trouve qu'il n'y a pas besoin, quoi. Enfin, moi, on m'a suivi plusieurs fois. Il y a même deux personnes qui ont dormi sur un banc en bas de chez moi. Franchement, parfois j'en ris, mais sur le moment, j'ai flippé. Donc ça peut aller vachement plus loin. J'ai déjà entendu des histoires dingues. Moi, on va dire que ça va, parce que je montre pas tout, je suis pas dans... etc.
En fait, il faut faire vachement gaffe parce que dans les réseaux, justement, il y a les localisations. Tu sais, tu peux. Bon, il y en a qui se mettent en mode fantôme, d'autres non, mais tu vois de quoi je parle, tu vois, sur Snap, etc. Ou TikTok. Et quand tu es connu, tout de suite, on sait où tu es, on peut te repérer ou pas. Et même quand tu l'es pas, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs, moi, je vois, qui se. Je ne vais pas la citer, ou même des artistes, je ne vais pas la citer, vous la reconnaîtrez, mais qui se sont fait cambrioler, qui ont reçu des menaces de mort, donc ça va assez loin. Et je pense qu'il faut savoir doser donc comment dire, le fait de trop en dire. À un moment donné, il faut, voilà, retenez-vous. Et puis, parce que je pense qu'il y a une faute aussi de la part enfin, c'est dans les deux côtés, quoi. Donc voilà, sans débattre non plus, pour moi ça va, et juste faites gaffe, quoi, c'est tout. Tu seras sur scène les 22 et 23 mars 2025 au Théâtre Les Étoiles à Paris. Peux-tu nous parler de la suite pour toi? J'aimerais vous parler de ces 2 dates de concert-là, parce que c'est vrai qu'elles sont hyper importantes. Ça fait très longtemps que j'ai pas donné de concert, que j'ai pas chanté. Ça me manque, ça me manque beaucoup. Là, j'ai une boule, une grosse énergie en moi. J'écoute mon album tous les jours. Je suis dans une très belle énergie. En plus, j'ai quitté un vêtement que j'avais où j'étais malade, j'étais triste. Donc, il y a une certaine renaissance aussi. Et donc, je suis habitée de plein de belles choses. Je suis plutôt contente. Je ne sais pas si tu le ressens, mais voilà. Et la salle Les Étoiles est très belle. C'est une belle salle que j'ai découvert différemment, mais du coup je me suis projetée, j'ai dit ce serait pas mal de le faire et j'ai la chance de pouvoir concrétiser ça. Donc voilà, en plus c'est juste avant le printemps, enfin tu vois, je vais annoncer le printemps avec ce concert, c'est plutôt chouette. J'aimerais en faire d'autres, donc si ça se passe bien pour moi, eh bien tout glissera, le tapis rouge se déroulera, Inch'Allah.